Bonheur, réussite et prédictions sur l'avenir. Aujourd'hui, nous rencontrons Jacques Attali, grand économiste français, ancien conseiller de François Mitterrand. Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans Devenir soi: la bonne vie est une vie où l'on se cherche sans cesse, où l'on se trouve 1000 fois successivement ou simultanément. Est-ce que c'est votre cas? Et qui êtes-vous, Jacques Attali, aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes trouvé? Comme je l'ai écrit, comme vous me l'avez rappelé, on se trouve tout le temps, et donc on se cherche tout le temps. Donc se trouver, c'est juste un point de passage. Si se trouver, c'est trouver un endroit où on reste, l'endroit où on reste, ça s'appelle un cimetière. Soit un cimetière des idées, soit un cimetière de la vie. Mais la vie suppose de tout le temps être en recherche. Vous avez fait l'ENA, Polytechnique, l'IEP de Paris, l'École des Mines, la liste est longue. Vous avez réussi, semble-t-il. Quelle est votre définition de la réussite? Ça ne m'intéresse pas ce concept. Les études qu'on a fait, ça ne m'intéresse pas. Réussir, ça n'a pas de sens. Alors je vais reformuler ma question. Est-ce que le bonheur est lié à la réussite? Si la réussite... Premièrement, être heureux ne m'intéresse pas. Deuxièmement, la seule chose qui m'intéresse, c'est de rendre les autres heureux. Et il se trouve qu'accessoirement, je suis heureux quand je réussis à rendre d'autres personnes heureux ou heureuses. Mais c'est un cas particulier, je suppose. Je n'ai pas la conception égoïste du bonheur, j'ai une conception extrêmement altruiste, qui tient à beaucoup de choses, mais qui est assez générale au fond. Comment peut-on être heureux si ce n'est pas en rendant d'autres heureux? Un commerçant est heureux si ses clients sont heureux. Et ma conception personnelle du bonheur, c'est justement celle-là, c'est le sourire de mes élèves, de ceux à qui j'apporte quelque chose, dans ma vie privée comme dans la vie de travail. Et l'écriture est une façon aussi de trouver du bonheur en rendant les autres heureux. Justement, vous voulez rendre le monde meilleur. Quelles étapes reste-t-il à franchir pour rendre ce monde meilleur? Il y a des milliers de choses. D'abord, la première chose, c'est éviter qu'il soit pire. Ensuite, c'est de ne pas être mégalomane et de ne pas penser qu'on peut changer le monde. Le monde, c'est 7 milliards de personnes, ça sera bientôt 9 milliards. On ne peut pas avoir la prétention de le changer en soi. Même si un écrivain, c'est quelqu'un qui parle à tout le monde et qui peut avoir un impact. Même si j'ai eu le privilège d'être en situation de participer à la création de plusieurs institutions internationales et donc d'avoir un impact vraiment important. Mais ce qui reste à faire, c'est deux choses impossibles, donc urgentes. La première, c'est de faire basculer le monde d'une idéologie égoïste à une idéologie altruiste, qui est en train d'apparaître dans la jeune génération, dans votre génération. L'altruisme est plus naturel, parce que les nouvelles technologies poussent à l'altruisme, poussent à se rendre compte qu'on a intérêt au bonheur des autres. C'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé, l'altruisme rationnel, qui est une étape vers un véritable altruisme. Et deuxièmement, deuxième chose à faire, c'est d'aller vers un état de droit global. Non pas de renoncer aux nations, mais de renoncer à la fermeture et d'aller vers un état de droit planétaire, parce que la planète forme un ensemble. Et il y a des éléments de ça. L'accord de la COP21 est un élément embryonnaire d'un état de droit planétaire. Ce sont les deux grands chantiers. Un chantier institutionnel et un chantier idéologique. Pour y parvenir, la seule façon de faire, c'est de vivre soi-même une vie à la fois altruiste et universelle. Et c'est si des millions, des milliards de gens vivent une vie altruiste et universelle que ça changera. Et peut-être que le monde sera meilleur. Peut-être que le monde sera meilleur. Vous me facilitez un peu la transition, parce que vous parlez de la COP21. Vous avez établi beaucoup de réformes, vous avez établi le rapport Attali, on vous connaît, beaucoup de gens vous connaissent pour ça. Dans une interview accordée au Monde récemment, vous avez déclaré « Plus le temps passe, plus l'absence de débat me consterne, plus j'ai envie d'être moi-même candidat à la présidentielle. La seule chose qui pourrait m'en empêcher, c'est la peur du ridicule. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours peur du ridicule? Moi, je n'ai pas peur du ridicule. J'ai plus peur du ridicule, j'ai décidé de ne pas être candidat. Parce qu'il y a tellement de candidats qu'on a l'impression que les gens sont candidats présidentiels juste pour avoir un quart d'heure de célébrité ou pour assurer leur place au Conseil général. Enfin, c'est pathétique. Et en plus, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est-à-dire, nous avons produit un programme présidentiel, nous avons montré qu'un programme est possible. Donc c'est une façon d'être utile au pays que de créer les conditions de ça. Je vais aller plus loin, non pas en étant candidat, mais en mettant sur la table 10 engagements concrets que je demanderai aux candidats de prendre. Par exemple, vous pouvez nous en citer un? Vous verrez dans 3 semaines, un mois, des engagements qui sont importants pour les générations suivantes, des engagements qui concernent votre génération.
qui font que les politiques puissent être utiles aux 30 ans qui viennent. Quels seront vos critères pour soutenir un candidat à la présidentielle? Est-ce qu'il y a des critères qui vous tiennent profondément à cœur? Ce sera justement ces 10 réformes qu'il faudra... Voilà. Je soutiendrai ou pas les candidats en fonction de leur réponse à ces questions. Vous me parlez de l'avenir pour ma génération, la jeune génération. Quel avenir envisagez-vous ou prévoyez-vous pour la France de 2030, la France même de 2050, quand ma génération arrivera à votre âge? Quel avenir pour la France selon vous? Est-ce que vous êtes pessimiste? Je suis ni optimiste ou pessimiste, parce que nous sommes des acteurs, nous ne sommes pas des spectateurs. Donc le simple fait de se poser la question de savoir si on est optimiste ou pessimiste est une attitude de spectateur. Et donc elle est perdue. Donc il faut agir. Et donc ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous regardez le monde comme spectateur, le pire est possible. Et le pire, je le fais dans un livre qui va paraître dans 3 semaines, le pire est facile à décrire. Le pire, c'est le protectionnisme, le souverainisme, le refus des autres, la pureté ethnique, et au bout c'est la guerre. Je n'exclus pas du tout, même ça me paraît plus vraisemblable, j'écris ça depuis longtemps, le retour d'un danger de guerre mondiale, même d'une guerre franco-allemande, si on casse l'Europe. Donc ça c'est le pire. Le meilleur, il est possible aussi, il dépend de ce que vous ferez. Il faut prendre son avenir en main dès aujourd'hui. La réponse, c'est que si vous vivez une bonne vie, une belle vie, le monde change. Parce que dans la bonne vie, il y a la bonne vie pour soi, honnête, respectueuse, créative, ambitieuse, exigeante, altruiste. Mais il y a aussi le fait que dans une bonne vie, il y a aussi militer, agir, faire des choses pour qu'elles changent, aider les autres, même modestement, dans une association ou dans un parti politique, faire quelque chose pour le monde. Il faut faire quelque chose pour le monde. Donc, je crois que je conclurai là-dessus. Merci Jacques Attali d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt. À bientôt.